Peut-être avez-vous déjà entendu des analogies entre le glyphosate, le tabac et l'amiante. Des produits d'abord largement utilisés et considérés sans danger, mais qui se sont avérés problématiques pour la santé humaine. Pourtant, cette comparaison n'a pas lieu d'être, pour plusieurs raisons, comme on va le voir dans cette vidéo. Les premières observations du lien entre tabac et cancer remontent au moins aux années 1930. Mais c'est dans les années 50 que l'on a pu avoir de vraies données sûres concernant le lien entre tabagisme et maladie. Aux USA et en Grande-Bretagne, des mesures contre le tabac sont prises dès les années 60, alors qu'il faudra attendre 1976 pour avoir une première loi en France. D'autres mesures seront prises en 1991 et 2006. Ainsi, les effets du tabac étaient connus scientifiquement dès le milieu du siècle passé. Il a certes fallu attendre plusieurs années avant que des restrictions soient appliquées, mais l'idée selon laquelle l'industrie du tabac a camouflé l'effet réel de ce produit sur la santé humaine n'est pas exacte. Il y a eu volonté de faire douter les consommateurs, mais au sein de la communauté scientifique, ces tentatives de brouiller le lien entre tabac et cancer n'ont jamais fonctionné. Quant à l'amiante, l'histoire qu'on croit connaître n'est pas exacte. Non seulement les scientifiques ont découvert le lien entre amiante et cancer bien plus tôt que ce que l'on croit, mais les politiciens ont aussi agi plus rapidement que ce qui est habituellement dit. Le caractère cancérogène de l'amiante commence à être découvert dans les années 1930. Des données solides sont obtenues dans les années 50 et davantage d'études sont menées dans les années 60 et 70, ce qui mène le CIRC à classer l'amiante comme cancérogène en 1977. Contrairement à ce que l'on entend parfois, la sphère politique n'est pas restée inactive et a commencé à prendre des mesures la même année, en continuant à autoriser l'usage de ce matériau, mais de façon désormais encadrée et contrôlée. Durant les années 80, de nouvelles études n'ont eu de cesse de démontrer le caractère cancérogène de l'amiante. Dans le même temps, et jusque dans les années 90, la réglementation française s'est durcie plusieurs fois, notamment pour suivre les directives européennes. Bien que le souhait d'utiliser l'amiante de façon contrôlée pouvait à l'époque paraître une bonne idée, il s'est avéré qu'on ne pouvait simplement pas prévoir toutes les conséquences de son usage au niveau professionnel. Renforcer le contrôle de l'exposition des travailleurs produisant, modifiant ou utilisant massivement l'amiante était possible. Mais compte tenu de son usage désormais grand public, de très nombreuses catégories de travailleurs étaient également en contact avec ce matériau sans bénéficier pour autant de restrictions d'exposition. Il fut donc décidé en 1996 de l'interdire totalement suite à un rapport de l'INSERM. On voit donc dans cette affaire que les connaissances scientifiques ont servi à plusieurs reprises le pouvoir politique et la régulation. Tout n'a pas été parfait. Des erreurs ont été commises, de nouvelles mesures ont sans doute été appliquées trop lentement, mais on avait malgré tout des connaissances scientifiques robustes qui pouvaient servir de socle à des prises de décision. Maintenant que cet historique est fait, plusieurs points sont à noter. D'abord, qu'il s'agisse du tabac, de l'amiante ou du glyphosate, les industriels ont toujours essayé de flouter les connaissances scientifiques pour faire perdurer la possibilité de vendre leurs produits. Ces tentatives ont pu avoir des effets auprès du grand public, au travers de la publicité dans le cas du tabac, puisque la consommation de ce produit est encore courante. Mais en aucun cas le milieu scientifique n'a été trompé par les industriels. Il en va de même avec l'amiante. Les connaissances mises au jour par les études scientifiques n'ont pas été altérées par les entreprises vendant l'amiante. Quant au glyphosate, on sait que des pratiques similaires ont eu lieu, mais que cela ne concerne qu'une infime partie des recherches menées, c'est-à-dire rien de suffisamment généralisé pour avoir une influence significative sur les connaissances scientifiques actuelles. De ce fait, prétendre que le glyphosate sera d'ici quelques années un nouveau scandale sanitaire en s'appuyant sur une comparaison inexacte avec le cas du tabac et de l'amiante n'a rien de pertinent. Il est important de dissocier les connaissances scientifiques des connaissances détenues par le grand public. On peut tromper l'opinion publique au travers de campagnes publicitaires et marketing, mais la science ne se fera pas flouter aussi facilement. En outre, à partir du moment où la science s'est penchée sur l'analyse de la nocivité du tabac et de l'amiante, des premiers soupçons ont rapidement émergé et se sont vus confirmés au fur et à mesure que les recherches avançaient. A l'inverse, le glyphosate a bénéficié de très nombreuses études et continue d'être constamment testé. Pourtant, malgré des centaines de recherches menées, on peine à trouver de véritables indices laissant penser que ce produit est problématique pour la santé humaine. À titre de comparaison, le CIRC a très clairement catégorisé l'amiante comme cancérogène avéré, car aucun doute n'était possible suite aux études menées, alors qu'à l'inverse, le glyphosate n'est non seulement classé que comme cancérogène probable, mais en plus, cette décision ne fait absolument pas consensus au sein de la communauté scientifique, puisque le CIRC est le seul organisme scientifique à tenir cette position défavorable vis-à-vis de ce produit.
Ainsi, vouloir interdire le glyphosate comme on a interdit l'amiante en utilisant les données scientifiques actuelles n'est aucunement pertinent, puisque ces données indiquent que l'un de ces produits est nocif pour la santé, alors que l'autre ne l'est pas.